Bonjour et merci beaucoup, Jocelyne et Erwan, pour cette présentation. Nous sommes particulièrement heureuses, ravies et honorées d'être ici parmi vous. Et encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Nous allons faire cette présentation de Rempart à deux voix. Et juste un petit merci beaucoup aux traductrices également. Je vais essayer de parler lentement parce que je parle plutôt rapidement, donc pour faciliter. Donc, qu'est-ce que c'est Rempart? Rempart, c'est une organisation nationale qui aura 60 ans l'année prochaine et qui a pour ambition d'unir des citoyens autour d'un projet concret et collectif sur le patrimoine. Nous sommes organisés en réseau et notre réseau compte actuellement à peu près 200 associations partout en France. Ces associations représentent 10 000 citoyens actifs et engagés tout au long de l'année. Notre cœur de métier, c'est l'organisation de chantiers de bénévoles de restauration du patrimoine. Et pour cela, nous accueillons environ 4 000 à 4 500 participants de tous âges et de tout horizon chaque année. Euh, Nous estimons que nous avons, depuis 59 ans maintenant, restauré à peu près un peu plus de 1000 sites historiques en France. Et je ne pense pas qu'on compte ceux de l'étranger, mais comme nous allons le voir, le patrimoine, évidemment, dépasse les frontières de la France. Donc, nous avons plus de 50 partenaires dans une trentaine de pays. Tous les sites que nous restaurons répondent à une obligation qui est fondamentale pour nous et qui oblige les membres de notre réseau, c'est celle d'être réutilisés. Euh, donc, nous accueillons aussi à peu près 150 000 visiteurs chaque année lors de toutes les manifestations qui sont organisées dans ces sites et bien sûr des scolaires sur des activités pédagogiques. Alors la philosophie qui lie les membres de Rempart, elle est très forte et elle s'appuie sur une charte particulièrement édifiante et inspirante, en tout cas elle l'a été pour moi, qui stipule par exemple que nous devons œuvrer, les membres de Rempart doivent œuvrer autant pour le bénéfice du patrimoine bâti et naturel que pour la satisfaction des personnes qui s'engagent dans ces projets. Ça semble très important. Le patrimoine et les êtres humains ne sont pas indifférenciés, ils sont ensemble. Et chaque élément du patrimoine est au cœur, bien sûr, du projet de l'association locale. Il en est à la fois le but et le support. Le but parce qu'il s'agit bien sûr de restaurer, encore une fois, de réhabiliter, de réutiliser, mais aussi de transmettre aux générations futures cet héritage, ce patrimoine que nous avons hérité. Et puis aussi un support, puisque c'est un support à la fois de formation, de découverte, d'apprentissage, d'inclusion sociale, et tout simplement de socialisation des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui participent à ces projets. Rempart considère que le patrimoine est un lien entre les hommes, entre les êtres humains, entre les personnes, pour construire un avenir durable. Et c'est une de nos ambitions. Et nous voulons que chacun, chacune, y trouve sa place et soit accueilli à bras grands ouverts. Notre ambition, c'est que le patrimoine soit un bien commun qu'il soit utilisé, je l'ai dit précédemment, qu'il soit utilisé collectivement et que les bénévoles, que les membres des associations, mais aussi toutes les parties prenantes autour du projet puissent se l'approprier. Parce que pour Rempart, le patrimoine, au risque de vous choquer, n'est pas seulement une affaire d'experts ou de propriété privée ou de collectivité locale, c'est l'affaire de toutes et tous. Vous voyez ici la couverture nationale des associations de remparts. Alors, vous voyez bon, l'île de France, qui est une île un petit peu particulière, mais aussi l'île de la Martinique, puisque au-delà du territoire hexagonal français, nous avons aussi l'outre-mer qui se développe. Vous avez peut-être entendu parler du cyclone Chido qui a affecté terriblement Mayotte, qui est un département français. Nous allons intervenir bientôt à Mayotte et à La Réunion. Et Rempart, c'est également, comme Marie-Georges vous l'introduisait, un réseau qui s'est développé à l'international depuis son début.
On est né en 1966 et dès la fin des années 60, des jeunes venaient participer à des chantiers depuis l'international. Et je vais faire une petite digression, mais je ne sais pas si vous connaissez l'historique des chantiers de bénévoles, mais en fait, la démarche du chantier de bénévoles dès sa création en 1920, c'est une démarche pacifique, puisque à ce moment-là, un jeune homme de Suisse décide de rassembler des Français, des Anglais et aussi des Allemands, c'est-à-dire les anciens belligérants de la Première Guerre mondiale qui avaient dévasté le nord de la France. Il décide de regrouper tous ces gens autour de Verdun pour reconstruire ensemble un chantier, un village, pardon. Et Rempart, dans notre démarche, on s'inscrit complètement dans ce cheminement de l'international qui est favorable au dialogue entre les cultures et qui permet une connaissance, une meilleure connaissance des uns et des autres et un dialogue dans la paix. Et c'est formidable quand la culture permet ça. Et donc, on a cette chance. Et petit à petit, depuis 1966, on a créé un réseau qui s'est développé. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine de partenaires avec plus ou moins d'activités et différents types d'échanges avec Rempart. Certaines structures qui émanent toutes de la société civile ont juste pour projet d'envoyer des jeunes ou des moins jeunes bénévoles sur du chantier en France. D'autres ont envie de créer leur propre projet et on essaye de les accompagner dans cette direction-là. C'est ce qui s'est passé avec le Mexique et on est très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui. L'histoire commence en 2017, en fait, puisque le ministère des Affaires étrangères décide de relier, de relancer les liens entre la France et le Mexique en demandant que ce soit sur la thématique culturelle. Et on est au lendemain du épouvantable tremblement de terre, mais j'ai vu hier que vous en connaissiez tellement que c'était quelque chose dans l'histoire mexicaine de 2017. Et en fait, Rempart va être sollicité par le ministère de la Culture, qui sait ce que nous faisons, qui nous soutient, et qui dit que Rempart pourrait peut-être accompagner un projet de restauration du patrimoine sur un site vraiment des plus symboliques de Xochimilco. Je suis désolée de ma prononciation, mais je pense que vous voyez où c'est. Et c'est là qu'on a, avec des bénévoles français, participé à oui, à cette reconstruction. Et on a découvert un partenaire avec lequel on travaille depuis. Et on a tous les ans, depuis, des chantiers de bénévoles sur le territoire mexicain avec la bénédiction de l'INA des Puebla. Et ils étaient là hier, on les remercie de cette confiance-là. Alors, 200 associations sur le territoire français, une cinquantaine de partenaires. C'est un énorme, une énorme ensemble de patrimoines très différents les uns des autres. On passe du château médiéval à des forts dans les montagnes. La plupart d'entre eux sont au fin fond de la campagne, évidemment, dans des états très divers. On a donc beaucoup de pierres, beaucoup de chantiers autour de la si tu peux rester en arrière, parce que tu vas me faire dire si on peut rester. Euh, avec beaucoup de chantiers autour de la pierre, mais on a aussi des associations qui défendent le patrimoine industriel, le patrimoine des trains, le patrimoine de bateaux. On a vraiment une énorme variété de, d'associations qui présentent différents patrimoines qui sont pour 75% protégés par le Code du patrimoine en France. Ce qui veut dire que chacun de nos chantiers sont très cadrés. On va en reparler un petit peu après. Alors voilà ce que ça donne. Un chantier Rempart de bénévoles. Voilà 50 ans entre les deux photos que vous avez devant vous. Le château de Montaigu. Alors je ne sais pas si vous décelez vraiment, mais là, ce mur que vous voyez, on voit le ciel à travers. Et c'est dans cet état-là que l'association décide qu'ils vont y aller et ils vont reconstruire et restaurer ce château.
Ça a pris des années, évidemment, on s'inscrit dans le temps long. C'est du volontariat, c'est 40 ans de chantiers bénévoles qui se sont accumulés les uns après les autres. Alors un chantier, qu'est-ce que c'est? Ça va être un groupe de personnes, entre 8 et 15 personnes, qui sont très cadrées. On a forcément 2 encadrants sur un site, un encadrant qui va s'occuper de la vie en collectivité, parce que ces gens ne se connaissent pas, ils aiment tous le patrimoine, ils ont envie de donner de leur énergie, de leur temps, mais ils vont vivre ensemble sans se connaître. Et donc, on a un encadrant qui va les aider à s'organiser et à non seulement vivre ensemble et être dans la relation sociale et la découverte les uns des autres, mais aussi de cuisiner, de respecter les uns les autres, de se respecter les uns les autres, de se découvrir. Voilà, c'est quelque chose de très important et qui fait suite à ce que disait Marie-Georges tout à l'heure. Et puis, on a un encadrant technique en lien, un spécialiste de la technique qui est nécessitée par la restauration du site. Et là, en l'occurrence, on a eu beaucoup d'encadrements qui viennent du domaine de la maçonnerie traditionnelle et de la taille de pierre sur ce site qui est devenu en fait un économusée, puisque non seulement ils ont réussi à restaurer tout le château, mais ils ont restauré tout le village attenant. Et donc voilà, ça permet désormais de visiter un château qui est restauré et remeublé. Donc on se projette bien dans ce que c'était qu'un château à cette époque-là. Et tout le village est restauré dans sa version du 19e siècle. Autre chantier, celui de Périose, qui est dans le sud-ouest, dans les Pyrénées. Et là, ça a été beaucoup plus rapide. C'est une autre association qui est très militante en termes de développement et de respect de l'environnement. Et Marie-Georges en parlera plus longuement après. Mais voilà, vous avez là un bâtiment qui était documenté, hein, on va en reparler tout de suite, mais tous ces bâtiments sont évidemment documentés. On sait que la restauration respecte absolument ce qui était connu en termes d'existant. Et là, ils ont mis 10 ans à rebâtir ce bâtiment qui est désormais devenu 5 ans, pardon. En rez-de-chaussée, c'est le lieu de rangement de tous les matériaux. Et le premier étage est un lieu d'hébergement pour les participants, pour les bénévoles participants au chantier qui s'organisent encore chaque année. Alors donc, je vous le disais, 80%, entre 75 et 80% des sites sont listés ou sont protégés en tout cas par le code du patrimoine. C'est quelque chose de très important. On en a longuement parlé hier. Vous avez eu tous les détails hier dans une introduction qui a été faite. Le code du patrimoine est très important en France, très ancien. Et évidemment, nos associations s'inscrivent complètement dans ces obligations. Si bien que une association qui va développer un projet de chantier va travailler avec les architectes des bâtiments de France, avec les architectes ACMH qui en sont en charge des monuments protégés, pour pouvoir, dès la montée, la création du projet, valider l'idée non seulement de la restauration, mais des étapes qu'elles vont nécessiter. Et c'est sous le respect de cette organisation-là que nous pouvons, en France, depuis 1966, avoir des interventions des bénévoles sur du patrimoine, bénévoles qui arrivent sans aucune connaissance à l'origine. Mais grâce à cet encadrement dont je vous parlais tout à l'heure, on a un suivi et grâce à la présence vigilante des ABF, des architectes des bâtiments de France, qui vont venir valider le travail à l'issue du chantier, on a une confiance qui existe depuis quasiment 60 ans avec le ministère de la Culture et les autorités de protection du patrimoine. Celui-là. Pardon. Donc, les chantiers, évidemment, c'est l'occasion d'une transmission du patrimoine, des savoir-faire. Comme j'ai pas les numéros, j'ai pas- Pardon, c'est ma partie, pardon. En fait, Johanna vient de le dire, sur les chantiers, nul besoin d'avoir des compétences, au contraire même, puisqu'il y a des encadrants qui sont là pour apprendre les gestes jusqu'au moment où le geste sera complètement approprié par les personnes.
Mais nous offrons finalement à des amateurs, on va dire, la possibilité d'acquérir des compétences, évidemment, sur des techniques traditionnelles, mais aussi de découvrir les métiers du patrimoine dont parlait Isabelle Schaff, par exemple, hier, ce qui est très important, et de susciter des vocations à travers cette découverte par l'intermédiaire de stages de professionnalisation, d'actions de préqualification, enfin, toute une série de dispositifs. Et nous utilisons le patrimoine comme un outil pédagogique de découverte au savoir, on le voit ici, et nous permettons à tout le monde, encore une fois, d'y participer. Et en particulier aux personnes en difficulté sociale, de façon à leur offrir peut-être un avenir, en tout cas de trouver de l'espoir, de trouver des solutions et de pouvoir penser à retrouver une place plus digne, on va dire, dans la société. Et ces projets s'inscrivent dans le temps long. 50 ans, ça semble énorme pour reconstruire un château. Oui, un château, mais au fond, est-ce que le but, c'est de le reconstruire? On n'en est pas sûr. Et le but, c'est d'être ici et maintenant ensemble, de faire de ce site un bien commun auquel nous allons participer, dont nous allons tirer un profit en y assistant à des manifestations culturelles, des expositions, des festivals, etc., tout ce qu'on veut. Peut-être que c'est l'instant qui est important, l'instant qui va faire que les êtres humains se rencontrent grâce au patrimoine. Ce qu'on veut, c'est que ce soit de toute façon, tant les chantiers de bénévoles que les manifestations, une aventure humaine grâce au patrimoine. Donc, on l'a vu, obligatoirement des sites différents, donc des techniques toute une palette de techniques, toute une technique de palette totalement différente, donc le vitrail, la fresque, la pierre sèche, etc., etc. Prochaine, c'est pour toi, on va accélérer. Et du coup, ces sites, non seulement sont un moment d'appropriation du patrimoine et des techniques, mais ils deviennent, comme vous le disiez Marie-Georges, un lieu de nouvel usage et on va permettre à des gens de se projeter dans la période de l'histoire grâce aux visites des scolaires où il peut y avoir du théâtre. Là, la pièce de théâtre, c'est au pied du château de Montaigu que vous avez vu il y a quelques minutes qu'elle s'est déroulée. Alors, ça, c'était. Alors, j'ai plus que 5 minutes. Nous n'avons plus que 5 minutes. C'est dommage parce que ça, c'est pour nous essentiel. Bien sûr, on l'a vu hier aussi, on le voit partout et on le constate partout, les effets pernicieux et préjudiciables du changement climatique sur le patrimoine. Donc, nous travaillons ensemble sur nos sites, mais aussi dans nos structures, à trouver des réponses aux énormes enjeux que, évidemment, cela engendre. Et nous avons décidé de nous engager en particulier pour la transition écologique et la biodiversité, parce que oui, le patrimoine offre des voies de résilience et que les activités associatives qui sont menées pour le préserver intègrent finalement déjà des pratiques qui rentrent dans le cadre, dans l'esprit de l'action pour le climat, les matériaux, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc, on a identifié toutes les possibilités d'être un acteur efficace, mais aussi un transmetteur des savoirs et des outils. Et nous avons écrit un livre blanc qui propose à la fois des solutions et des exemples sur ce qu'il est possible de faire non seulement sur des chantiers de restauration, encore une fois, mais à l'intérieur même de nos structures. Et juste pour que vous le sachiez, ce livre blanc a été traduit en espagnol justement par notre partenaire mexicain Nicolas Aguilar. Donc, c'est important, la précédente, justement. Oui, non, mais je comprends. Précédente. En fait, évidemment, il s'agit de réutiliser, recycler au maximum, on est là dans le village de Périos, tous les matériaux, le bois, mais aussi les gravats, comme vous voyez ici, qui sont tamisés afin de récupérer du sable, de façon à ce qu'on n'achète pas de sable, de façon à ce qu'on ne transporte pas du sable. On est en montagne, ça coûte très cher et ça ne sert à rien. On récupère les pierres, on va récupérer les plâtras, parce que vous savez que le plâtre se recuit à l'infini, etc. Et puis, il y a un autre problème qui est extrêmement important partout, c'est celui de l'eau, qui est à la fois effectivement une ressource et un milieu. Et ici, c'est ce qui a été fait, encore une fois, dans ce village de Périos où il n'y a pas d'eau. C'est la création d'un système de phytoépuration afin de récupérer l'eau de pluie, quand c'est possible, parce qu'il pleut très, 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 très peu là-bas. Et utiliser au moins 3 fois cette eau, une première fois pour laver la vaisselle, on va dire. Cette même eau va servir ensuite à nettoyer les outils après le chantier et enfin à faire le mortier de façon à ce qu'elle ne soit pas perdue du tout.
On va juste conclure sur SCORE pour remercier l'Université de Cergy qui nous a intégrés dans ce projet européen qui est un projet de scientifiques qui en fait nous a permis peut-être justement sur la base de ces bonnes pratiques qu'on a intégrées dans nos associations Rempart d'accueillir des scientifiques qui sont sortis de leur laboratoire, qui sont venus à Périos, le village dont Marie-Georges vient de vous parler, et à Coucy-le-Château pour faire tout un travail d'outillage pour oui, pour outiller et valider des modèles qui permettent en fait d'évaluer les vulnérabilités des sites du patrimoine face au changement climatique. Et inversement, nous avons pu être accueillis à Campeche et découvrir les impacts sur les matériaux de ces changements climatiques. Merci à vous. Oui, parce qu'on a bien conscience que le chemin est encore très long, et en particulier sur ces questions, mais c'est de notre responsabilité de travailler ensemble pour démontrer, encore une fois, que le patrimoine et l'alliance du patrimoine entre le patrimoine et le changement climatique. Merci beaucoup, muchas gracias. Merci. Merci.